Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée et revenir évidemment sur les enjeux de marché avant la grande édition du soir à 17h où on revient également sur les enjeux et les actualités qui font bouger les marchés financiers. Et au sommaire de cette édition, les investisseurs ont pu se pencher hier soir à 20h sur les minutes de la Fed à la suite des déclarations de l'AL de Brainard sur un resserrement du bilan de la Fed estimé à partir du mois de mai. Il apparaît dans les minutes que le rythme de ce resserrement sera vraisemblablement de 95 milliards de dollars par mois et ce durant 3 mois, voire un petit peu plus. Ce qui représente un petit peu plus du double des montants de la dernière réduction de bilan de la Réserve fédérale américaine. Il ressort également que c'est de ces minutes une claire volonté de la Réserve fédérale américaine d'agir contre l'inflation, quitte à provoquer un ralentissement économique aux États-Unis. Ce qui ne manque pas d'agiter la planète marché entre ceux qui pensent que l'économie américaine pourra encaisser la normalisation de la politique monétaire de la Fed et ceux qui craignent une récession. Les indicateurs de marché et les statistiques restent également suivis, même si relégués au second plan entre la guerre sur le sol ukrainien et les conséquences des différentes décisions de politique monétaire des banques centrales. Les ventes au détail en zone euro pour le mois de février ont été publiées ce matin. Celles-ci font état d'une légère augmentation du volume des ventes sur le mois par rapport au mois de janvier et d'une hausse substantielle de 5% par rapport à l'année dernière. Il n'en reste pas moins que ces chiffres ne prennent pas en compte l'impact de la guerre en Ukraine débutée à la fin du mois de février. Donc sur les transactions commerciales, il faudra attendre les chiffres de mars pour commencer à comprendre l'impact du conflit sur les ventes au détail en zone euro. Du côté des marchés, les marchés américains ont clôturé dans le rouge hier soir à la suite de la lecture des minutes de la Fed. Les techs étaient particulièrement cédés. En Europe, ce matin, les marchés semblent vouloir attendre d'y voir un petit peu plus clair avec notamment la réunion de la BCE à venir la semaine prochaine, mais aussi, pourquoi pas, l'élection présidentielle française qui s'invite sur les marchés financiers depuis le début de la semaine. Vous en aurez le résumé complet dans un instant de tous les sujets évoqués et nous les commenterons ensuite évidemment dans Smart Bourse. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons donc comme d'habitude avec Tendance Mon Ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. La bourse de Paris, tout comme la plupart des places européennes, avance dans le vert. Le marché dans son ensemble digère le compte-rendu de réunion de mars de politique monétaire de la Fed publié hier. Compte-rendu dont on retient que l'institution confirme sa ligne dure. La Banque centrale pourrait accélérer son rythme de remontée de taux dès le mois prochain et réduire son bilan à hauteur de 95 milliards de dollars par mois maximum. On relève aussi que de nombreux participants ont souligné qu'une ou plusieurs hausses de 50 points de base pourraient être appropriées lors des futures réunions. Sur le marché obligataire, on remarque que le rendement de l'emprunt à 10 ans se détend. Aujourd'hui, c'est au tour de la BCE de publier son compte-rendu et de nous éclairer quant à ses intentions en termes de resserrement de politique monétaire. Sur le front géopolitique, le marché surveille aussi les décisions à venir de l'Union européenne quant aux nouvelles sanctions en préparation contre Moscou. L'Union européenne s'apprête en effet à décider d'un nouvel embargo contre la Russie sur le charbon. Ce dernier devrait entrer en vigueur à la mi-août, soit un mois plus tard qu'initialement prévu, ou la résultante de pressions allemandes. S'agissant du pétrole, le baril de Brent est quasi stable, une évolution tout en irrégularité sous l'effet des sanctions occidentales contre la Russie d'une part et la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie de puiser dans leurs réserves stratégiques d'autre part. Sur le plan des indicateurs en zone euro et dans l'ensemble de l'Union européenne, la hausse des ventes au détail en février ressort inférieure aux attentes. Elles ont progressé de 0,3%. S'agissant des valeurs à suivre, enfin, on relève que globalement, les indices profitent de la hausse des valeurs défensives. Le géant pétrolier Shell chute après avoir annoncé que sa sortie de Russie l'obligerait à inscrire dans ses comptes des charges de dépréciation. Elles pourraient atteindre 5 milliards de dollars. Forestia avance dans le vert après avoir touché un plus bas d'un an hier. Renault est aussi en hausse. Et puis ArcelorMittal et Eramet chutent dans le sillage des cours de métaux. Voilà, donc le CAC 40 qui évolue dans le vert à la mi-journée, plus 0,67% à 6542 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
Et c'est parti donc pour Smart Bourse où nous allons décrypter avec vous les actualités qui animent les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Alors Frédéric, on a suivi effectivement l'annonce d'abord, ou en tout cas le discours de Lael Brainard il y a 2 jours, les minutes de la Fed hier soir. On y voit une volonté de la Fed, donc de la Réserve fédérale américaine, de durcir sa politique monétaire, d'agir d'un côté sur les taux. Donc ça, c'était déjà prévu, mais on était au début, au mois de mars, sur des hausses de taux de 25 points de base. On se dirige actuellement, où on sent une volonté de la Fed d'aller plutôt vers des hausses de 50 points de base, plusieurs hausses de 50 points de base, et en plus de ça, une volonté de réduire son bilan à un rythme plus fort qu'anticipé, qu'attendu, et surtout de commencer plus tôt. Et comment est-ce que vous voyez cette situation alors que certains se demandent si l'économie américaine pourra soutenir cette décision de la Fed de normaliser rapidement sa politique monétaire? Effectivement, tout est relatif. Donc la réaction de marché, elle est à juger en regard des anticipations qui étaient, elles, déjà très agressives. Mais néanmoins, on a effectivement dans les minutes de la Fed cette indication supplémentaire à la marge que non pas seulement une hausse de taux de 50 points de base, mais plusieurs consécutives pourraient être envisagées. Et puis sur la réduction du bilan, là aussi on le devinait, on savait que le rythme allait être bien plus rapide, ne serait-ce que parce qu'on part d'un bilan de 9 000 milliards de dollars, et donc il faut le réduire plus vite qu'en 2018 notamment. Mais à la marge, j'allais dire, c'est pas plus au quiche que ce que les marchés anticipaient, avec un rythme qui resterait encore gérable. Néanmoins, voilà, vous évoquiez Lael Brainard, la vice-présidente, quand les colombes du passé, en tout cas, les membres les plus prudents de la Fed viennent commencer un discours en citant Paul Volcker et en affirmant cette intention très très forte de la Fed de resserrer les conditions monétaires, c'est certain qu'aujourd'hui c'est un objectif quasiment politique, quoi qu'il arrive ou presque, dans l'économie. Mais ce qui fait effectivement que le malaise dans les marchés, c'est de deviner jusqu'où ira la Fed. On ne sait pas trop où est le taux neutre, entre guillemets, et si ce resserrement des conditions monétaires peut se faire avec ce qu'on appelle un soft landing, en évitant une récession. Et c'est toute la question des prochains mois et des prochains chiffres économiques qui vont nous venir des États-Unis. Mais alors justement, ce soft landing, parce que c'est la réelle question effectivement actuellement, c'est de se dire, est-ce que la Fed n'est pas au pied du mur et il va trop vite, trop fort dans une situation où certes la croissance repart aux États-Unis, mais on est encore face à de nombreuses incertitudes sur la capacité de l'économie américaine à encaisser cette normalisation donc, de la politique monétaire de la Fed. Quel est votre scénario, Frédéric Ducrozet, dans cette situation? De quel côté vous situez-vous? Plutôt de ceux qui pensent que l'économie américaine elle est insuffisamment solide, ou de l'autre côté? Oui, quand on prend un petit peu de recul, je crois, sur l'économie américaine, on est effectivement dans une situation structurellement plus forte, résiliente que par le passé. On a un excès d'épargne, on a un taux de chômage qui baisse et toute une série de raisons de penser que les États-Unis seront notamment aussi moins exposés à la crise européenne, à la crise avec la Russie. Mais néanmoins, tout est différent aujourd'hui. Également dans la séquence, la Fed a commencé à monter les taux une seule fois. Il n'a même pas encore commencé à réduire son bilan. Et pourtant, les taux obligataires et les taux surtout des prêts hypothécaires sur le marché immobilier sont en train de monter très rapidement, beaucoup plus rapidement que par le passé, à plus de 4% pour un 30 ans de taux mortgage aux États-Unis. Donc on sent que l'effet de la communication et du début de resserrement de la Fed se fait ressentir plus vite, plus fort aujourd'hui. Et dans ces conditions, il y a un risque de récession qui est probablement plus élevé que ce que vous disent les modèles. Il faut être plus pragmatique, il faut suivre ces chiffres au mois le mois. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle la Fed elle-même finira par être peut-être plus prudente et en tout cas plus pragmatique si dans la deuxième partie d'année, l'inflation, les salaires commencent à ralentir un peu par rapport à ce scénario aujourd'hui de surchauffe que tout le monde craint. C'est intéressant ce que vous nous dites, Frédéric Ducrozet, puisque effectivement, donc on voit cette inversion de la courbe des taux aux États-Unis et on entend un certain nombre d'acteurs, de professionnels nous dire attention, il faut la lire différemment des fois précédentes, ça n'est pas forcément annonciateur de récession. Dans le contexte actuel, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Ce que vous nous dites à l'inverse, c'est peut-être que les scénarios peuvent être plus fort et plus dramatique presque que ce qu'on voit habituellement quand on regarde théoriquement cette inversion de courbe de taux. Oui, j'allais dire, le marché obligataire fait ce qu'il peut. Il ne sait pas plus que nous ce qui va se passer dans 6 ou 9 mois dans l'économie américaine. Il y a une anticipation de baisse de taux dès 2024. Donc, quelque part, le marché obligataire vous dit la Fed fait une erreur de politique économique. Et en même temps, l'inflation est ce qu'elle est.
On ne peut pas l'ignorer, il y a une volonté politique de normaliser. Je crois qu'effectivement, la Fed peut en plus choisir en quelque sorte la partie de la courbe des taux qui l'arrange pour continuer à resserrer, mais je reviendrai à ce premier constat que vous faites. Cette intention de normaliser aussi vite que possible les conditions monétaires, elle est trop forte pour être ignorée par le marché, et peut-être que le marché action, cette fois, doit encore l'intégrer complètement. Donc on peut parler d'erreur de politique monétaire, Frédéric Ducrozet, ou de toute façon c'est une question de choix que la Fed n'avait plus? C'est effectivement une question de choix. S'il y a erreur, il y a eu, Jay Powell le dit lui-même, c'est dans le timing et le retard à l'allumage, entre guillemets, pour un resserrement du bilan des taux qui est arrivé trop tard. Et en même temps, pour avoir suivi ces banques centrales comme vous, comme tout le monde depuis 3 ans, on était dans une pandémie, on était dans des conditions complètement différentes qui, à mon avis, appelaient à la prudence. Et je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la critique, mais plutôt à essayer d'opérer ce resserrement le plus graduellement possible en évitant une récession. Personne ne veut que le taux de chômage remonte aux États-Unis ou ailleurs. Et alors justement, si on regarde maintenant du côté du sol européen, la semaine prochaine, la Banque Centrale Européenne, cette fois-ci, se réunit. On n'en attend pas forcément une hausse de taux à venir. Christine Lagarde s'est exprimée. Elle va commencer par réduire son programme de soutien à l'économie européenne avant d'envisager potentiellement une hausse de taux. Est-ce qu'à la lumière des décisions de la Fed, même si les situations sont différentes et des inquiétudes que la politique monétaire de la Fed suscite, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de politique à venir dans les mois à venir de la Banque Centrale Européenne? Pour ma part, je serais très prudent puisqu'on n'attendait pas grand-chose de la BCE les 2 dernières réunions et on a eu à chaque fois une surprise dans le sens d'un ton beaucoup plus hawkish et agressif. On ne devrait pas avoir de décision puisque ce n'est pas une des réunions de fin de trimestre où les économistes de la BCE revoient leurs prévisions. Ils le feront au mois de juin et ça risque malheureusement d'être encore très compliqué avec moins de croissance, plus d'inflation. On sait déjà que le programme d'achat de la pandémie s'est arrêté la semaine dernière avec 1 700 milliards d'euros d'achat et qu'il n'y a pas de décision imminente à prendre sur l'autre programme d'achat qui va ralentir et s'arrêter normalement au mois de juin. Mais néanmoins, les marchés vont surveiller dans le même contexte d'inflation très élevée, de risque de stagflation, tout signe de la BCE qui pourrait laisser entendre un changement de calendrier. Et par là, je veux dire que certains faucons de la BCE ont notamment signalé que le mois de septembre pourrait être une date possible pour une première hausse de taux au lieu de décembre. Ce n'est pas une énorme différence. Je crois que la big picture en Europe, la vraie histoire et le vrai risque aujourd'hui, c'est qu'elle est exposée évidemment très fortement au choc des matières premières, à la guerre en Europe, aux tensions géopolitiques, et que malheureusement la BCE fait face au pire des deux mondes. Un choc sur la confiance, sur la croissance qui, à mon avis, va être très fort et peut-être même précipiter la région dans une récession, et une inflation qui va être durablement beaucoup plus élevée que ce que la BCE prévoyait encore il y a quelques semaines. Et dans ce contexte, elle peut rester flexible, mais c'est tout ce qu'elle peut faire, je pense. Justement, vous évoquez le terme récession sur le sol européen. Pour le coup, ce n'est pas encore ce que nous dit la courbe des taux sur le sol européen, mais il n'y a pas eu de hausse des taux de la BCE. Mais ça reste un scénario sur le sol européen également. Vous savez, je crois que c'est ce que nous disent par exemple les indices actions bancaires en zone euro. Une baisse aussi marquée que cette semaine, alors que les taux montent et que la courbe des taux reste pentue et normalement un soutien au secteur bancaire dans cette phase du cycle, ça en dit long, je crois, sur les anticipations de marché en termes de profit et de croissance pour ce secteur, mais au-delà. Et donc je crois que le risque, il est très clair. Alors est-ce qu'on aura une récession technique, quelque chose de plus grave? C'est pas le sujet là non plus. Je crois qu'on est malheureusement retombé dans cette phase en Europe où il va falloir de toute façon du soutien à la fois de la politique budgétaire et monétaire. La politique monétaire, elle est beaucoup plus souple qu'aux États-Unis, c'est clair. Mais toute erreur de politique économique, même à la marge en zone euro, je pense qu'on en payerait le prix, un prix plus fort, potentiellement même qu'aux États-Unis. Alors un mot rapidement de l'actualité. Toujours, on évoque de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, un 5e paquet de sanctions. Alors on ne peut pas le commenter puisqu'on n'a pas la décision finale des sanctions décidées au niveau européen. Il n'empêche qu'on peut se poser la question de savoir si l'Union européenne peut se permettre d'appliquer de nouvelles sanctions économiques à la Russie parce qu'il y aura un impact sur son économie à elle et si ça ne complique pas encore plus finalement la tâche de Christine Lagarde lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. La réponse est oui, et je dirais juste 2 choses. Premièrement, tout signe de manque de cohésion et d'unité de l'Europe, qui jusque-là a été
je crois, très uni dans sa réponse et rapide également dans la coordination de cette réponse de politique économique, est un problème dans la résolution du conflit elle-même. Et deuxièmement, on sent que l'Allemagne traîne les pieds évidemment et est réticente à des embargos plus globaux sur les importations d'énergie de la Russie. L'Italie semble faire un pas vers une position plus constructive. Mais le pire, c'est de tergiverser. Le pire, c'est de ne rien décider pendant encore des jours et des semaines, puisque vous, on le sait, payez l'équivalent de 35 fois plus d'argent au gouvernement russe via le paiement de cette énergie que vous n'en donnez, par exemple, à l'Ukraine pour se défendre. Donc il y a des proportions ici entre les effets des sanctions elles-mêmes directes et les effets indirects sur l'économie européenne qui n'ont aucune commune mesure et qui, à mon avis, font que le statu quo, le fait de tergiverser encore une fois pendant des jours et des semaines, c'est le pire des scénarios possibles. Et alors justement, je rebondis sur cette notion d'unité au niveau européen, ce qui nous amène à évoquer une actualité en France, cette fois-ci, l'élection présidentielle française, dont on sent que les marchés financiers, depuis quelques jours, commencent à s'y intéresser. On voit notamment un écartement du spread franco-allemand avec des marchés qui commencent à pricer un risque d'élection de Marine Le Pen et donc potentiellement un changement de politique économique au niveau français. Comment est-ce que vous suivez cette situation, Frédéric Ducrozet ? Est-ce que c'est un risque sur les marchés financiers et pour l'économie européenne aujourd'hui ? C'est un risque, c'était un non-événement du point de vue des marchés il y a encore une semaine et il a fallu 2 sondages montant Marine Le Pen à 47 ou 48,5% au second tour pour changer la donne. C'est un risque qui est amplifié également, il faut faire attention, par des facteurs techniques. Tous les investisseurs étrangers, notamment les Japonais, sont très exposés à la dette française depuis des années. Ce sont des positions qui sont consolidées et donc tout signe de stress, même si c'est un risque qui est encore jugé extrême, peut être amplifié par ce type de positionnement et puis également par le fait que la BCE cesse progressivement d'acheter de la dette européenne. C'est surtout valable pour l'Italie, mais dans une moindre mesure pour d'autres pays. Et dans les mois qui viennent, ce qu'on appelle l'offre nette, la net supply de titres européens en excluant les achats de la BCE, devient très positive, donc défavorable pour les obligations européennes. Donc tous ces facteurs-là font qu'un stress peut être amplifié. On verra le résultat du premier tour. Notre scénario, c'est que Emmanuel Macron gagne le deuxième tour avec peut-être même une marge plus confortable que ces derniers sondages le laissent suggérer. Mais on sait aussi qu'il y a une dynamique qui est très différente de 2017, où il y a une forme de complaisance, probablement aujourd'hui aussi, et qu'il faut peut-être même ce sursaut, un réveil notamment des électeurs indécis, peut-être une légère remontée du taux de participation entre les 2 tours, en tout cas par rapport aux projections actuelles, pour que ce scénario se matérialise et pour que ce scénario extrême d'une victoire des extrêmes soit complètement écarté. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet d'avoir partagé votre expertise et votre vision donc des marchés financiers et de l'économie sur le sol américain ou européen avec nous. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous continuons la discussion dans Smart Bourse avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors on va réévoquer effectivement ces grands sujets d'actualité en se posant la question de la réaction des investisseurs finalement à ces actualités qui suivent au jour le jour. On va peut-être commencer par cette décision de la Fed de réduire son bilan, j'ai envie de dire plus tôt, plus fort, plus vite. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. On a vu des marchés financiers qui, notamment aux États-Unis, et en Europe également, même s'ils se reprennent depuis ce matin, qui évoluent dans le rouge. On voit les techs qui sont cédés majoritairement. On sent une certaine fébrilité quand même des marchés financiers à l'idée que la Fed réduit drastiquement son soutien à venir à l'économie américaine. Oui, on voit les marchés qui hier ont plié devant les annonces de la future vice-présidente de la Fed, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que plus globalement, on voit que les marchés continuent d'avoir une résilience incroyable. Je l'évoquais avec vous tout à l'heure, quand vous reprenez le CAC 40 à la veille de l'attaque russe en Ukraine, on était à 6521.
au moment où on se parle, au moment où j'ai quitté le bureau, on était à 6535. Donc, il est vrai que les marchés baissent sensiblement. On est à 6549 exactement. Eh bien, et on est encore un peu au-dessus. Ce qui veut donc dire que malgré la guerre, malgré l'inflation, malgré les taux, malgré les banquiers centraux, les marchés sont au-dessus du niveau auquel ils étaient le 23 février, le 24 février. Donc, on va relativiser un petit peu toute cette agitation fondée et complètement fondée qui perturbe les marchés depuis quelques jours. La baisse d'hier était l'amplitude pour Paris la plus forte qu'on ait connue depuis un mois. Donc on sent une fébrilité actuellement liée cette fois-ci aux banquiers centraux et à la Fed en particulier. On va le gérer. Je pense, comme le disait Frédéric Ducreuset à l'instant, je pense que les banquiers centraux n'en resteront pour autant pas moins pragmatiques. Bien et sûr. que par conséquent, nous, pour la gestion au quotidien des positions et des portefeuilles actions, je pense qu'on va prendre un petit peu de hauteur, on va regarder un petit peu l'évolution à court terme, mais que le pire n'est jamais sûr. Mais alors, comment comprendre, effectivement, vous nous le disiez, que les marchés reviennent sur les niveaux d'avant début de guerre en Ukraine, mais il y a quand même une fébrilité. C'est-à-dire qu'il y a une fébrilité, mais on ne la ressent pas dans un niveau global de marché. Alors après, on la ressent secteur par secteur, effectivement. Là, il y a peut-être des réallocations à faire, aller plus vers de la value et laisser la croissance de côté, par exemple. C'est ce qu'on entend régulièrement en ce moment. Oui, et puis si vous regardez la séance de ce matin, c'est tous les secteurs qui repartent. Donc, et c'est vrai que, là encore, ça vient d'être dit. À un moment, on privilégiait avec la hausse des taux les bancaires, et puis finalement, on s'aperçoit que les bancaires ont très fortement corrigé ces dernières séances. Donc, la fébrilité, au-delà même des secteurs, elle se joue au jour le jour. On le voit, des marchés qui baissent violemment, qui rebondissent le lendemain, qui sont indécis sur le lendemain, etc., etc. Donc, nous, la façon qu'on a, je pense, dans cette période-là, on n'a jamais aussi peu traité au quotidien sur les titres. Je pense Donc, on garde ses positions. On garde ses positions, et pour les investisseurs qui veulent, eux, agir quand même, ils le font à travers des ETF indiciels qui répliquent simplement l'indice une fois, ou qui, quand ils ont des convictions ou veulent être plus dynamiques, avec des effets de levier x5, x10, x15. Et on a pour ça cantonné ces investissements à 3 indices, le SP500, le Nasdaq et le CAC. Voilà. Et on pense qu'aujourd'hui, plus que de jouer de la value, plus que de jouer des secteurs, plus que de jouer des valeurs même à l'intérieur des secteurs, on préfère dans ces périodes-là être beaucoup plus prudent et jouer les indices en général. Et cette répartition géographique que j'avais évoquée il y a déjà une quinzaine de jours, où on poursuit notre travail de réallocation d'actifs au profit des États-Unis à travers le Nasdaq et le SP500, à travers des valeurs phares ou à travers des ETF indiciels. Franklin Pichard, il y a, j'ai envie de dire, un nouvel invité dans les marchés financiers ces derniers jours. Alors là même que, effectivement, sur le territoire français, on est au courant depuis quelques mois, c'est l'élection présidentielle dont le premier tour se tient ce week-end. On sent effectivement depuis un jour, disons peut-être 2 jours, que les marchés financiers commencent à s'y intéresser. On le voit notamment sur l'écartement du spread franco-allemand, où regardons le taux à 10 ans en France qui a dépassé un plus haut depuis 2015 hier, plus 1,2%. Pour le coup, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces marchés qui d'un coup d'un seul s'intéressent à un possible changement à la tête de l'État français? Alors, les conséquences, elles sont essentiellement, j'ai envie de dire, dans l'immédiat marquées sur le marché obligataire. Hein. Vous l'évoquiez à l'instant. La France Trésor a émis 11 milliards, un peu plus de 11 milliards d'emprunts hier, à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis de très nombreuses années. La stratégie, effectivement, on voit le spread entre l'Allemagne et la France qui s'accroît. Ce sont des phénomènes à très court terme que l'on ne peut pas traduire pour du court terme sur le marché des actions. D'accord. J'ai envie de dire que nous observons, nous regardons si à terme ça aura un impact beaucoup plus durable et un effet sur les actions. Dans l'immédiat,
on est un peu préservé de cette évolution à très très court terme. Alors il est vrai, comme vous le signalez, que les récents sondages, celui des Échos ce matin par exemple, qui voit ce qui était une éventualité faible il y a quelques semaines, devient très prégnante aujourd'hui. Et au-delà même de cette élection française, on a eu des élections en Hongrie le week-end dernier avec Viktor Orban. On a l'année prochaine des élections en Italie et on reparle de Salieri. On a une montée en puissance d'eurosceptiques qui vont créer de la défiance sur l'euro, sur la dette européenne. Et par conséquent, ça peut avoir à terme un effet que nous prendrons en compte. Mais dans l'immédiat, j'ai envie de dire que on surveille là, comme le lait sur le feu, ces prochaines élections, et certains de nos investisseurs, d'ailleurs, demandent à ce qu'on introduise dans leur portefeuille une dose de métal, d'or. D'accord. Pour amener de la stabilité, alors. Pour amener un petit peu de stabilité et pour pallier, avoir une sorte de protection si l'éventualité d'une présidence de Marine Le Pen était confirmée au lendemain du deuxième tour. Et alors justement, dans vos discussions avec les investisseurs, la crainte, elle est où? Elle est au niveau français ou au niveau de l'unité européenne à horizon 6 mois? Effectivement, il y a l'élection française, mais il y a d'autres échéances aussi au niveau européen. C'est exactement ce que j'évoquais à l'instant. C'est vrai que là, dans l'actualité, c'est les élections françaises. Mais on a eu ce premier signal le week-end dernier en Hongrie. Et puis, on va maintenant, d'abord à très court terme, et ça va vite être réglé, on regardera après ce qui se passera en Italie. Et il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'eurosceptiques. Sinon, c'est effectivement l'unité européenne qui serait un petit peu au cœur des préoccupations des investisseurs. Bien au-delà de notre zone, on a évoqué les Japonais, on a évoqué les Américains. Effectivement, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous préférons répartir les actifs de nos clients sur des zones moins sensibles aux sanctions russes, aux élections françaises et peut-être à la cacophonie qui risque de planer en Europe au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Avec une stratégie sur les indices, vous nous l'avez dit, effectivement, plutôt que de regarder secteur par secteur, effectivement, les choses évoluent assez vite. Merci beaucoup, Franklin Pichard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kipling Finance. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 avant de se quitter. Donc pour le Smart Bourse de la mi-journée, le CAC 40 qui évolue dans le vert, plus 0,71% à 6544 points. On se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart. Et je vous dis à tout à l'heure.